Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous à Leadership inspirant vers la spiritualité. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui est cher à mon cœur, un leader qui, pour moi, est un homme exceptionnel, un père de famille, un amoureux et un être qui, pour moi, s'accomplit par sa présence et par les gestes qu'il fait qui sont en intégrité. Donc, je suis contente de vous présenter aujourd'hui Clément Vercon. Merci Clément d'être avec nous. Merci à toi, Nancy. Voilà. Je crois que je vais aller me cacher parce que ça y est, je vais devenir tout rouge avec cette présentation. Merci beaucoup. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, ben merci pour les leaders qui vont nous écouter et d'autres personnes. En fait, j'aimerais ça qu'en premier, tu parles un petit peu de ton parcours entrepreneurial, montrer d'où tu es parti un peu et aujourd'hui qui tu es dans ce que tu fais. Puis après, D'accord. Bon, je vais essayer de faire bref, hein. Au niveau de mon parcours entrepreneurial, en fait, donc moi, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que j'ai lancé mon entreprise. Donc, je fais des conférences, du coaching, de la formation en management et on va dire en management, leadership et en progression de carrière, puisque en fait, comment dire, je suis plus que persuadé que le bonheur et l'épanouissement sont les plus grands leviers de la performance. Et donc, j'aimerais aider les managers, les dirigeants, les leaders à découvrir que finalement, c'est en étant eux-mêmes qu'ils seront les plus beaux leaders. C'est en apprenant à mieux comprendre qui ils sont, qu'ils seront les plus inspirants. Donc finalement, bah, c'est revenir à qui l'on est, donc revenir à, je dirais, à l'humain, tout simplement. Et c'est ça le leadership. Donc, il y a plein de techniques, bien évidemment, mais les techniques sont juste là pour essayer de révéler le diamant qui est en nous. Donc voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est aider les managers et les dirigeants à finalement partir en vacances beaucoup plus sereinement parce qu'ils inspirent tellement leurs équipes que bah, les équipes sont tellement motivées qu'elles n'ont même plus besoin d'eux pour faire tourner l'entreprise. Voilà. Donc voilà mon quotidien et pourquoi j'en suis venu là. Parce qu'auparavant, donc j'étais moi-même manager, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, donc j'étais directeur régional dans l'industrie pharmaceutique, je manageais des forces de vente, des visiteurs médicaux, des attachés scientifiques régionaux et des visiteurs médicaux. Et, euh, et en fait, pendant toutes ces années, mais vraiment, j'ai adoré aider mes collaborateurs à grandir dans leur posture, à développer leur autonomie, à développer leurs compétences. Et c'est vraiment ce qui m'a porté. Et à un moment, en fait, j'ai eu besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai eu besoin finalement de pouvoir transmettre autrement et encore à une autre échelle. Et donc, j'ai décidé de créer ma société et pour des raisons aussi personnelles de rapprochement familial, de pouvoir gérer moi-même mon temps. Voilà, on va dire que ça faisait 2 ans que l'idée de créer ma boîte me tournait dans la tête et il y a un moment, je me suis dit, allez, c'est le moment où jamais go. Et je le regrette absolument pas. et non, et les gens qui t'entourent aussi se sont très choyés parce que j'aime beaucoup quand tu apportes la performance, la sérénité, de se connaître parce que ça me rejoint beaucoup. Et ce qui emmène vraiment, moi je trouve que toute cette connaissance-là dans la sérénité, c'est aussi une intelligence spirituelle qui est déployée. Et d'après toi, comment cette intelligence spirituelle peut vraiment être représentée justement dans le management, dans le leadership? Comment cette intelligence spirituelle peut être amenée, présentée? Bah, on connaît tous ce vieil adage sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, n'est-ce pas? Euh, et finalement, la réponse la plus dure et pourtant la plus essentielle à laquelle nous devons chercher à répondre durant toute notre vie, c'est qui suis-je? Et non pas juste quel métier je fais, dans quelle étagère, qu'acoustique ai-je, qu'entends-je. Donc, voilà, c'est qui suis-je, c'est apprendre à mieux se connaître. Et, euh, et très souvent, en fait, si on reste bloqué sur des approches purement techniques, des approches purement scientifiques, eh bien, on se rend compte qu'il y a un moment où on atteint une barrière. Il y a des choses où on est obligé d'aller plus loin pour pouvoir aller chercher plus en profondeur. Et alors j'en parle en connaissance de cause, étant donné que je suis un scientifique de base, et que si je devais définir mon cheminement spirituel, on y viendra sûrement plus en détail par la suite, mais j'ai commencé par une approche scientifique et cartésienne
dans mon cheminement spirituel, jusqu'au jour où à un moment il a fallu que ça lâche. Mais, mais j'ai commencé en mode très studieux. Voilà. Mais pour moi, voilà, c'est ça. Je dirais l'essence, c'est apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre qui nous sommes. Et si on reste purement basé sur des approches scientifiques, eh bien, il nous manque une part du puzzle, tout simplement. Et justement, tu parles de scientifique, spiritualité. On s'entend beaucoup là-dessus, toi et moi, que c'est pas de partir dans de l'ésotérique ou qu'il n'y a aucune base scientifique, c'est d'allier la spiritualité et la science. Comment tu pourrais décrire ça? Comment toi, tu l'allies les deux maintenant? Alors, tiens, on va donner un exemple concret, d'accord? Rien de mieux que l'expérimentation Je suis d'accord. pour revenir sur les fondamentaux. Donc, si on regarde, euh, beaucoup de personnes parlent à l'heure actuelle de la loi de l'attraction. Ok? Très intéressant comme concept. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde en mécanique quantique, il y a beaucoup d'hypothèses autour de la théorie des cordes qui montreraient justement une interaction et une interrelation entre les différentes, entre tout finalement, dans le monde et voire dans l'univers. D'accord? On parle aussi finalement en neurosciences, c'est-à-dire finalement la loi de l'attraction qui dit j'attire ce à quoi je pense, les bonnes choses comme les mauvaises. Soyons vigilants. J'attire ce à quoi je pense. Si on regarde, en effet, les neurosciences disent que l'on devient ce sur quoi on se focalise. Pourquoi? Parce que les neurosciences ont montré qu'à partir du moment où quelque chose d'important, d'un point de vue conscient, s'il devient véritablement important, il passe la barrière du système réticulé activateur et donc il devient important au niveau inconscient. C'est-à-dire qu'on va passer à un traitement par, je dirais, le mont Everest et non plus par le petit bonhomme Playmobil, le petit bonhomme Lego. Plutôt, je donne ce rapport d'échelle parce que c'est exactement le rapport d'échelle entre notre conscient et notre inconscient. 2000 bits secondes le conscient, 400 milliards de bits secondes l'inconscient. Donc c'est le mont Everest à côté d'un petit bonhomme Lego. Donc ça passe la barrière du système réticulé activateur, ça va au niveau de notre inconscient et tout d'un coup on devient une espèce d'aimant et d'antenne de perception de tous les éléments qui sont importants par rapport justement à cette donnée qui est devenue importante. Par exemple, je décide d'acheter une nouvelle voiture. Il y a un modèle qui me plaît. Ah, il me plaît, hein, vraiment. Ben, tout d'un coup, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, j'en vois à tous les coins de rue. Il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins qu'avant. Mais par contre, d'un point de vue inconscient, cette information est devenue importante, donc je suis beaucoup plus en capacité de la percevoir. Donc en fait, si on regarde, loi de l'attraction, mécanique quantique, neurosciences, allons plus loin, la Bible, Évangile selon Saint Jean, au début était le Verbe, la pensée créatrice. Bouddhisme, alors, que dit... Attends, j'essaie de retrouver la phrase exacte de Bouddha. Vous devenez ce que vous pensez. Alors, attends, je vais la retrouver. Mais en plus, le pire, c'est que je l'ai dite il n'y a pas longtemps, donc elle m'échappe. Mais la pensée créatrice, en fait, donc là, elle va me revenir dans la phrase dans le bouddhisme, mais elle est citée partout, partout. Donc, quel que soit le levier, qu'on soit sur le levier scientifique ou qu'on soit sur le levier spirituel, finalement, on se rend compte qu'il y a un point de rencontre. Et si on garde l'esprit ouvert, on se rend compte que des points de rencontre, il y en a partout. Et finalement, et si la spiritualité était tout simplement une observation des choses qui nous entourent, que nous sommes progressivement, petit à petit, en train d'arriver à comprendre et à expliquer à travers la science. Je ne vois pas de barrière entre les deux. Je vois plus une barrière avec la religion, ce qui est complètement autre chose et je le mets à part. La religion est une interprétation dogmatique de la spiritualité. La spiritualité, on va en parler au sens large, c'est-à-dire finalement, voilà, cet apprentissage finalement de choses, ou cette compréhension de choses, ou cette perception de choses qui nous entourent. Je ne parlerai pas, en tout cas, des religions qui sont une interprétation de ces choses-là, ou des textes. Et après, on adhère ou non à telle ou telle interprétation en fonction de notre éducation, en fonction de... Voilà.
Donc, vraiment, oui, une distinction entre la religion et la spiritualité à Mm. faire pour moi aussi. Donc, on peut être, tout être, pour moi, tout être sensible et spirituel, mais n'est pas nécessairement religieux. Mais tout être religieux a une spiritualité. Je pourrais dire que pour ma part, je ne suis absolument pas religieux. Je ne suis absolument pas religieux. Pourtant, j'ai étudié toutes les religions du livre et j'ai étudié le bouddhisme. J'ai lu, j'ai lu la Torah, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, je me suis intéressé au bouddhisme. En fait, j'ai lu, mais on va le voir, plus dans une démarche intellectuelle et de compréhension. Mais par contre, je ne suis pas, je ne peux pas me définir comme étant quelqu'un de religieux, puisque je ne peux pas dire que j'adhère spécifiquement à une religion. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui se rejoint, quel est finalement ce qui se, quelle est la véritable signification des textes Hmm. et pas l'interprétation des textes. Et on se rend compte que souvent, c'est beaucoup plus basique que, que l'interprétation qui peut en être faite. Oui, parce que souvent, c'est d'une simplicité pure, hein? Puis des fois, on cherche à se complexifier les choses. Bien sûr, bien Et, sûr. et ce qui m'emmène, parce que là, on arrive à faire une différence entre spiritualité, religion, on a vu ton parcours de leader, mais en fait, j'aimerais que tu partages qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, sur ton chemin spirituel? Ça peut être plusieurs éléments, mais parce que là, aujourd'hui, tu es passé du science à la spiritualité. Et qu'est-ce qui, pour toi, tu pourrais dire qui t'a le plus marqué, qui étaient des moments révélateurs dans ta spiritualité? En fait, il y a eu, on va dire, à un moment, une espèce d'électrochoc. Je ne vais pas parler comment dire, de l'électrochoc qu'on pourrait dire selon l'éveil ou quoi que ce soit, pas du tout. On n'est pas dans cette notion-là. Euh, c'est véritablement, on va dire, un électrochoc, à un moment, une prise de conscience qu'il y avait des choses que je percevais, qu'il y avait des choses que je savais avant même qu'elles se produisent, par exemple, sur lesquelles je mettais une espèce de carcan logique. En tout cas, j'essayais. Pendant très longtemps, quand je voyais, par exemple, on va dire n'importe quoi, mais quand je voyais une personne qui allait être dans une situation problématique, Mhm. et que je pouvais la regarder en disant, oui, non, mais ton bâton, attention, il va se passer ça, 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 et ça va arriver là. Et la personne, oui, mais non, ok. Et qu'il se passait ça, 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 et que ça arrivait là au final. Et bon, c'était logique. À chaque fois, je disais, c'était logique. Logique ou pas, le fait est que je le savais. Bon. Après, à un moment, il y a plein d'expériences où finalement, on a déjà une sorte de précognition de ce qui va se produire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à en prendre conscience, on se rend compte que c'est finalement extrêmement précis. C'en est même bluffant. Je vais donner un exemple concret. Euh, on est avec ma compagne à l'heure actuelle en train d'essayer de faire l'acquisition d'une maison. Cette maison, je l'avais vue il y a plus de 2 ans en méditation. Et le pire, c'est que elle aussi. Sauf qu'on n'avait pas vu les mêmes endroits de la maison. Et à un moment, on s'est retrouvé dedans. Et là, ça fait tout bizarre de se retrouver dans la maison qu'on voit régulièrement depuis plus de 2 ans en visualisation. Donc ça, c'est un exemple concret, mais en fait, c'est juste à un moment se dire, tiens, j'ai eu une info, c'est pas la rejeter, se dire, j'ai eu une info, je sais pas ce que c'est pour l'instant, voilà, mais un jour, peut-être, il y aura quelque chose. Euh, Là où j'ai eu véritablement une vraie prise de conscience, et là où j'ai eu le plus gros électrochoc, ça a été, je me rappelle, quand j'ai voulu être, j'ai voulu en fait me rapprocher de mon fils géographiquement parce que j'avais divorcé. Donc on était à distance avec mon ex-femme, la maman de mon fils. Et je faisais énormément de kilomètres le week-end pour pouvoir voir mon fils. Et j'avoue qu'il y a un moment, j'arrivais où je n'en pouvais plus, que ce soit physiquement, moralement, ça devenait beaucoup trop dur. Et il y a eu un moment où en fait, alors que pendant des années, je me disais, c'est pas possible, je ne pourrais pas avoir un poste à Toulouse à ce moment-là, puisque Toulouse était une ville extrêmement prisée. C'est pas possible, c'est pas possible, je ne pourrais pas. Et à un moment, ça a lâché, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je rentre à Toulouse.
que ça soit au sein de cette entreprise, que ça soit au sein d'une autre entreprise, j'en ai plus rien à faire. Je rentre à Toulouse. Et là, même pas un mois plus tard, on me propose d'être muté à Toulouse. Alors que ça faisait des années que j'attendais. Je me disais, c'est quoi cette histoire-là? Comment ça se fait? Et je me suis rendu compte tout d'un coup qu'à partir du moment où je m'étais à véritablement désirer quelque chose, mais qu'il n'y avait plus aucune attente, plus aucune anxiété, plus aucune angoisse, c'était juste, c'est comme ça, je veux ça, point barre. Et je l'ai pas, peu importe, mais de toute façon, je l'aurai. Et qu'à partir du moment où ça devient comme ça, pas de bol, ça se réalise à chaque fois. Bizarre. Alors de là à dire que c'est de la précognition, ou de là à dire que finalement on crée les choses, ben, tu sais quoi? J'en ai rien à faire. Le fait est que ça marche. Et tout d'un coup, on commence à se dire, mais c'est marrant parce que si je prends un peu plus de hauteur sur la gestion de mes émotions, si j'arrive à observer dans quelle situation ça a marché, dans quelle situation ça ne marche pas, je me rends compte qu'à chaque fois ça a marché quand j'ai lâché. Tant que j'étais dans le il faut que, hein, ça ne marche pas. Et à un moment, allez hop, j'en ai marre, plus rien à faire. De toute façon, ça marche pas, peu importe. Et là, ça marche. Et quand ça se répète au bout d'un moment, on se dit, bon, il y a un peu plus que du hasard. Le Voilà, mystère, hein? C'est tout ça le mystère de la spiritualité, de la vie. exactement. Exactement. Donc, on va dire à la fois le fait d'avoir des infos qui sont quand même d'une pertinence et d'une précision rares. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les gens, a priori, tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde n'a pas accepté ça. C'est souvent ça la difficulté, c'est que beaucoup de personnes, comme moi pendant des années, et encore parfois, on peut se retrouver en résistance par rapport à ça. Genre, mais non, pas possible. Et là, boum, ah oui, bon ben d'accord. Mais il y a des choses que finalement on n'est pas encore peut-être capable d'expliquer. Tout comme fut une époque, on a pu croire que la Terre était plate. Hein. Oui. Maintenant, on sait qu'elle est ronde, et encore. Peut-être qu'on va encore découvrir des choses. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore expliquer, mais par contre que l'on peut observer, que l'on peut percevoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est si on ne cherche pas à tout expliquer, on peut se rendre compte quand même qu'il y a des choses comme ça, assez étranges, et qui font partie du processus. C'est comme ça. C'est intéressant parce que moi, j'appelle ça souvent le mystère, parce que ce mystère qu'on ne peut expliquer, c'est au moment qu'on lâche prise, qu'on accepte que le mystère est, Oui, que tout se passe, et c'est ce que tu expliques, parce que quand on est en résistance, qu'on fait une visualisation, qu'on essaie de faire comme la loi d'attraction pour avoir exactement ce qu'on veut, parfois on peut passer à côté de ce qui doit être. Et tu as vraiment démontré que te laisser aller le comment c'était pour se produire en lâchant prise et en écoutant l'info, simplement, moi, ce que j'appelle en se centrant à l'intérieur de nous, en étant dans cet équilibre intérieur qui est de dépasser la réactivité, parce que j'enseigne beaucoup leaders la première année de notre parcours de leadership, on travaille sur la réactivité qui, en fait, nous dévie de notre mission, de notre voie. Et ce que j'aimerais entendre aussi de toi, c'est comment dans tout ça, parce qu'on a nos voix intérieures, l'info, il y en a qui vont canaliser, on a de toutes sortes de choses. Comment on fait pour vraiment discerner à l'intérieur de nous l'information qui est comme vraie, si je peux dire, de, de partir dans des illusions? Tu sais, c'est peut être plus difficile pour certaines personnes. oui. Je dirais qu'à ce moment-là, le corps sait, la tête est menteuse. C'est en tout cas pour ma part l'expérience que j'ai pu faire, et j'ai vu que beaucoup de personnes que j'accompagnais ont fait un peu cette observation-là aussi, c'est que euh, très souvent, quand il y a quelque chose qui va être bon pour nous, ou il faut qu'on y aille, eh bien, on va avoir peut-être notre corps qui va en avant. On peut sentir que même au niveau de nos jambes, notre corps est en train de nous dire, vas-y. Mais par contre, notre tête nous dit, ah mais non, il faut pas, et donc, en fait, on va refuser ou on va rentrer en résistance avec notre tête. Alors que si on écoute notre corps, c'est assez intéressant, à chaque fois, on a ce ressenti qu'il faut aller de l'avant. Et dans l'autre sens, finalement, il y a des fois où on va accepter de faire des choses et qu'on les fait à contre-cœur. Observez ce qui se passe à ce moment-là dans la dualité corps-esprit.
C'est-à-dire que quand on va accepter les choses alors qu'on les fait à contre-cœur, on le fait parce que on a envie d'être aimé, on a envie d'être serviable, ce qu'on veut, mais qu'on le fait contre vraiment ce que l'on souhaite, eh ben, on va dire oui, mais notre corps, il fait quoi, lui? Il recule. Et donc, il y a ce moment-là où c'est arrivé à faire la dichotomie dans notre ressenti entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et en général, ce que l'on ressent nous ment rarement. Et ce qui est assez amusant, c'est que très souvent, les choses où on ne veut pas, ben, on se rend compte après qu'on aurait dû, et inversement. C'est-à-dire que dès que vous sentez qu'il y a cette dualité corps-esprit, il y a une belle piste intéressante à creuser. Dans cette dualité-là, j'aimerais que tu précises, parce qu'il y en a des fois, on va entendre, oh, mais je suis dans un amour inconditionnel, je le sens, ça vibre. Oh, mais non, mais là, je mime, mais on voit ça, là, présentement, on est aussi dans une ère du bonheur et que tout doit être dans le flow. Donc, j'aimerais que tu amènes un discernement, parce que ça peut être perçu comme ça un peu, des fois, Clément, dans ce qu'on mentionne, dans ce qui est Oui. mentionné. Moi, je ne le perçois pas comme ça, mais d'autres personnes qui peuvent peut-être entendre cela comme ça. Comment tu pourrais éclairer? On ne peut donner que ce que l'on a. C'est-à-dire que si je veux donner de l'amour alors que je ne m'en donne, si je veux donner de l'amour aux autres alors que je ne m'en donne pas à moi-même et que je ne suis pas heureux sans les autres, je suis en train de vendre mon amour. Il y a Maïté Quintana qui utilise une expression que j'aime beaucoup parce elle choque, qui dit c'est de la prostitution émotionnelle. C'est-à-dire, je vais faire du chantage affectif finalement. Je vais aller chercher chez l'autre le bonheur que je ne me donne pas à moi. On a le droit de donner, on ne peut donner que ce que l'on a, parce que si on donne ce que l'on n'a pas, on donne à crédit. Et donc on attend des intérêts. Oui, ça c'est intéressant. Donc, toutes les personnes qui disent je suis dans l'amour inconditionnel, je ne dis pas, ça se trouve, c'est vrai pour certains d'entre eux. Mais ceux qui disent qu'ils sont dans l'amour inconditionnel parce qu'ils ont besoin de se remplir d'amour, parce que justement ils se sentent vides, il y a peut-être un travail à faire en amont. C'est même pas il y a peut-être, il y a un travail. Faites le job. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et comment vous faites pour mettre en place toutes ces choses pour justement être heureux au quotidien? Et quand vous serez heureux, vous pourrez vous intéresser à apporter du bonheur aux autres. Mais déjà, faites le job sur vous, parce que là, vous apportez pas du bonheur aux autres. Vous conditionnez votre propre bonheur par rapport à ce que vous rendent les autres. Et ça, c'est mal. Et toi, Clément, comment tu nourris ce bonheur, cette spiritualité pour toi? Alors, comment je nourris ce bonheur? Déjà, c'est en apprenant à savoir comment on fonctionne. Quels sont nos besoins psychologiques? Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Une fois qu'on a su identifier qu'est-ce qui nous stresse et qu'est-ce qui nous fait du bien, après ça c'est ma méthode, chacun la sienne, comment je mets en arrosage automatique dans ma vie ce qui me fait du bien. Par exemple, moi j'ai besoin d'être organisé dans la vie pour me sentir bien. Le matin, le premier truc que je fais pour commencer ma journée, j'organise ma journée. C'est tout bête. Mais si je ne l'organise pas, je vais être stressé toute la journée, donc je ne vais pas être bien. Donc je vais embêter le monde parce que je ne suis pas bien et que j'ai besoin d'organiser. Mais parce que comme je ne me suis pas organisé, j'ai demandé aux autres d'organiser et que je trouve qu'ils ont. Voilà. Bon. Donc en fait, c'est un exemple tout bête, mais j'ai besoin de me faire du bien d'un point de vue de mes sens. C'est quelque chose d'important pour moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Peut-être du sport pour me sentir bien dans mon corps, peut-être aller me faire masser, peut-être des bons petits plats, des choses comme ça. Mais comment je ritualise le fait de satisfaire mes sens, etc., etc. Donc comment ritualiser ce qui nous fait du bien? Ça, c'est une première étape, je dirais, basique. Mais si déjà tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup moins de stress et beaucoup moins de ventes d'antidépresseurs. Et Dieu sait pourtant que j'en ai fait vendre pendant des années. Et tant mieux, je veux dire, s'il y en a besoin, il y en a besoin. Mais par contre, si déjà on s'apporte ce dont on a besoin, il y a peut-être moins besoin justement de passer par des béquilles autres. Deuxième chose, justement, allez à la découverte de vous-même. Apprenez à vous rencontrer. Il y a beaucoup de personnes finalement pour qui ça devient difficile d'aller chercher à savoir qui ils sont véritablement.
Si vous voulez être heureux, il faut bien apprendre à faire votre connaissance. C'est dire bonjour à soi, enchanté, raconte-moi qui tu es. Et ça, alors il y a plein de méthodes. Prenez celle que vous voulez, peu importe. Allez en chercher une et testez-la, allez jusqu'au bout. Mais apprenez qui vous êtes. C'est-à-dire que de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Est-ce que tu m'autorises à faire à proposer un petit exercice? Oui, ben c'était dans la prochaine question pour aider ça. Donc, devine, vas-y Clément. Bon, mais juste un truc tout bête. Un truc tout bête, c'est prenez une minute. Tiens, juste si tu veux le faire Oui. avec nous, tiens. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. Tu peux expirer tranquillement, te détendre. Je te propose de faire juste un saut dans le temps, dans l'espace. Je te propose d'imaginer que il n'y a plus de limite de temps. Il n'y a plus de limite d'espace. Il n'y a plus de limite d'argent. Il n'y a plus aucune contrainte, ni plus aucune limite. Et dans ce monde où il n'existe aucune contrainte, je vais t'inviter à te projeter dans un lieu, un moment, peu importe. Un lieu ou un moment qui est le lieu où tu sens que tu es à ta place, à ta juste place. Tu es là, tu peux voir ce lieu, ressentir peut-être des odeurs, ressentir peut-être la luminosité, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi, peut-être es-tu seul, peu importe. Tu es juste là à ta juste place. Maintenant, je vous invite à décrire, et si vous avez vu un lieu, dites-vous que ce lieu, en fait, il existe déjà. La seule chose qui reste à faire, c'est acheminer pour y arriver. Et vous y arriverez. Mais en fait, ça, c'est déjà la réalité. T'invite à reprendre une grande inspiration, ma chère Nancy. Quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Je suis persuadé que tout le monde a vu un lieu dans lequel on se sent bien, qui n'est pas forcément celui dans lequel on est, mais un endroit où on se sent à sa juste place. Et on sent qu'il y a eu un chemin qui a été parcouru pour en arriver là, à cet endroit-là. Et ben, c'est, dites-vous que c'est déjà. Votre inconscient sait. Je vois que ça t'a ému. C'est mon lieu, comme tu disais tout à l'heure, pour toi et Caroline, ta conjointe, qui revient constamment à ma présence, Oui, présente, qui n'est pas pour l'instant, mais qui est là, c'est ça. qui est là, qui m'attend. Donc, oui, ça m'émeut. Merci. Merci à toi. C'est ça aussi, c'est cette foi, je sais, cette voix inébranlable à l'intérieur de moi, dans ce lieu qui n'est pas là présentement, mais qui est là en même temps. Et pour moi, cette spiritualité-là, c'est cet espace où il n'y a plus d'espace. Ouais, On ne sait pas, mais que le mystère nous amène à tellement pas savoir la vérité. Parce qu'en fait, qu'on ne peut que dire la vérité qui est notre expérience de ce qu'on vit. Et moi, je sais que ce lieu-là est déjà présent. Et exactement. il va être au moment opportun, c'est tout. Complètement. Mais merci de partager. C'est Avec grand plaisir. une immense richesse. Je Et pense que ce qui est intéressant, c'est que on vient de faire vivre là, pour tous ceux qui ont accepté de faire l'exercice avec nous, un moment de spiritualité. ouais, Pas un moment de religiosité, pas un moment de quoi que ce soit, c'est-à-dire juste aller se connecter à une information. On ne sait pas, on ne sait pas. mais c'est là.
Et ce qui est assez amusant, c'est comme tu le dis très bien, c'est une information qui revient souvent. Oui. C'est quand même étrange. Pourquoi c'est aussi précis? Ce qui est assez amusant, c'est pour tous ceux qui se sont peut-être amusés à faire des tableaux de visualisation. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux d'entre vous, avez-vous déjà amusé à cocher ce qui est fait? Moi, il a fallu que je le change à plusieurs reprises, mon tableau de visualisation. Donc, oh, je vais traverser l'écran de te faire un gros câlin. Ah là là. Donc, bon, je suis désolé, j'ai fait pleurer Nancy. Non, c'est ben, c'est aussi, puis ça en ligne vers ma prochaine question, c'est oser la présence, notre présence de leadership dans qui on est vraiment, dans notre spiritualité, dans notre être-té. Et je te poserai cette question-là avec tout ce qu'on vient d'aborder. Toi, comment tu oses ta présence de leader avec toutes ces sphères-là de toi? Comment j'ose ma présence de leader? Ouais. En fait, euh, je, je connecte d'abord et avant tout. En fait, je fonctionne un peu comme un cheval de Troie. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais je suis en train de faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'au début, j'utilisais un langage très corporate. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut parler aux personnes à qui on doit parler. Il faut pouvoir finalement connecter avec elles, voir qu'elles comprennent qu'on parle le même langage, qu'on est dans le même objectif. D'accord? Et donc, je vais arriver avec un langage spécifique, je vais arriver avec des outils spécifiques qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bien reconnus dans le monde de l'entreprise et qui marchent. Et après, il y a des personnes où on sent qu'elles sont peut-être prêtes à aller plus loin. Elles sont prêtes à autre chose et en effet à aller peut-être vers plus d'authenticité, plus de sincérité, plus d'être. Et dans ces cas-là, je vais ouvrir vers d'autres clés, tout simplement. Ça fait partie, par exemple, de mes projets de créer, on va dire, une école autour du management et justement de pouvoir mêler au sein de cette école à la fois, j'irai des outils traditionnels d'accompagnement managérial, de coaching, etc., mais aussi peut-être des outils un peu plus émotionnels ou spirituels, c'est-à-dire justement aller accéder à des choses comme au travers de méditation, au travers d'exercices. Un exemple tout bête que j'adore. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'Eki-coaching. Ça fera partie des outils notamment qu'on veut mettre en place dans le cursus. Il y a pas mal de choses intéressantes sur le fait que on sait que les animaux, que les chevaux, a priori, communiquent avant tout à travers les émotions. C'est-à-dire que leur mode de communication communique entre eux à travers les émotions. C'est fabuleux. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont un miroir incroyable quand on s'approche d'eux. Si on n'arrive pas avec une émotion claire à leur approche, eh bien, on peut avoir justement comment dire, des réactions qui ne sont pas du tout celles que l'on souhaite. Et si on veut véritablement connecter avec un cheval, il faut connecter avant tout avec le cœur. Et, euh, et c'est bluffant de voir ce qui se produit lorsque tout d'un coup, on connecte uniquement avec le cœur, sans aucun désir d'objectif, sans aucun désir, juste, on veut aller vers là, et on veut le faire ensemble. Et là, tout d'un coup, c'est magique, ça se produit. Et donc, finalement, à travers, je dirais, un retour vers des sensations qui sont peut-être plus ancestrales et moins dans la logique réfléchie qu'on peut avoir aujourd'hui à travers toute notre évolution, à travers l'évolution de nos connaissances, etc. Mais revenir à aussi apprivoiser nos connaissances ancestrales et notamment le fait de savoir observer ce qui se passe en nous et en quoi cela interagit avec notre environnement. Et bien on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Donc ça fait partie des projets. Merci, merci Clément, c'est tellement riche. Et tu sais, oser cette présence de leadership par le cœur, par le discernement. Je dirais que c'est un peu comme ça que dans ta spiritualité, c'est toute cette authenticité-là du cœur et de la présence et du discernement.
Merci beaucoup. Mais alors, ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas sans déchirement, je vous préviens. Il y a des moments, il faut lâcher du lest. Et je dirais qu'on travaille toute notre vie, mais Ouais. sinon, ça serait pas marrant. C'est ça l'expérience de la vie humaine, hein? Ben, c'est ça. Si on avait déjà tout cuit, on n'en profiterait pas. Écoute, on pourrait continuer à parler, je pense, des heures et des heures. J'aime tellement échanger avec toi, Clément, c'est extraordinaire. Et surtout, j'aime que les gens puissent te rencontrer, te connaître aussi. Puis, Merci je dirais beaucoup. pour la fin, qu'est-ce que tu aimerais juste simplement partager avec les gens qui vont nous écouter? Euh, quelle est votre intention? Si j'avais vraiment juste une question à vous poser, c'est quelle est votre intention? Et votre intention profonde. Parce que si vous revenez toujours à cette question de quelle est votre intention, vous verrez que derrière vos émotions, à chaque fois se cache une intention qui est belle et positive. Euh, dans cet exercice, on va dire, de se reconnecter à soi, dites-vous que à chaque fois que vous ressentez une émotion qui vous paraît désagréable, par exemple. Quand c'est agréable, c'est facile. Mais quand l'émotion vous paraît désagréable, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, voilà, peu importe, vous vous rendrez compte que derrière se cache toujours une intention de préservation. Pourquoi? Parce que nos émotions, à la base, c'est juste un signal pour nous prévenir, notamment pour nous prévenir qu'il y a quelque chose à faire. Ex movere, émotion, bouger vers l'extérieur. C'est ça le but. D'accord? Donc finalement, c'est revenir à se connecter à ces émotions, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, pendant tout cet entretien. Donc si on revient à se connecter à ces émotions et qu'on essaie de décrypter l'émotion, si j'ai peur, imaginons que j'ai un lion qui se met devant moi, vaut mieux que j'ai peur. Sinon, je risque de terminer en steak tartare. Donc ça veut dire, ex movere, met en place une action, cours. Mais imaginons que j'ai une superbe opportunité ou qu'il y ait quelque chose qui me marque. Je passe devant un lieu ou une maison, je me dis, waouh, c'est là. Dans mon émotion, non mais j'ai peur, je peux pas. Non mais n'importe quoi, c'est pas. Mais par contre, si je reviens à mon intention qui se cache derrière, c'est ce lieu-là, c'est là que je rêve de vivre. Ma tête me dit non, mais mon cœur me dit oui. Donc quand on revient à l'intention de départ, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose de positif, de constructif, orienté sur notre préservation. J'ai peur de parler en public. Ok, bah si je reviens sur mon intention, bah pourquoi? Et parce que, en fait, j'ai l'intention de pouvoir véhiculer mon message, j'ai l'intention de pouvoir connecter avec ces gens, j'ai l'intention de pouvoir faire en sorte que derrière, ils se partent avec des outils, qu'ils soient pleinement contents de ce que je leur ai apporté, que ça leur soit utile. C'est ça mon intention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on se ressent sur l'intention, il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus de dichotomie. Parce qu'on a compris le message. C'est passé de là à là. Donc, si je devais aller donner une piste de recherche, les amis de travail, allez toujours chercher votre intention, l'intention positive, puisqu'elle est toujours positive, qui se cache derrière votre émotion. Wow! C'est tellement riche, Clément. Merci. Merci pour tous Merci les à gens toi. qui vont nous écouter. Et je vais donner aussi les informations parce qu'éventuellement, on va pouvoir peut-être venir avec mes groupes de leaders visiter votre lieu extraordinaire. Hein? Avec plaisir, avec grand Ça fait plaisir. partie des choses qui est déjà une évidence pour moi. Ah, mais tu sais que d'ores et déjà que tu es invité, toi, tu peux même vivre là si tu veux, et après, tes leaders viennent quand ils veulent. Ah ben merci, merci infiniment Clément. Merci de ta Avec plaisir. présence. Merci à toi. Merci pour ce moment de partage.